Quel beau lieu. C'est vraiment un lieu magnifique dans lequel nous sommes. Et je remercie beaucoup les organisateurs et l'Académie. En fait, on aurait pu aussi passer la Seine et aller au muséum d'histoire naturelle. C'est un très beau lieu aussi. Donc on est toujours un petit peu confronté par rapport à la situation. Et les deux exposés précédents, qui ont évidemment beaucoup intéressé, ont montré que on était confronté à une histoire culturelle. Et finalement, on est dans un lieu, un musée d'histoire culturelle. Et alors, quand on habite en Lozère, vous savez, on a une vie intérieure un petit peu. Et quand je suis amené à aller faire des expertises vautours que je vais vous définir, où je retrouve un cadavre comme ça dans ce type de paysage, eh bien, moi, je suis confronté à cette dichotomie d'approche. Est-ce que c'est une histoire? Est-ce que je suis dans une histoire culturelle qui est en train de se faire? Est-ce que je suis dans de l'histoire naturelle? Et je pense que la problématique vautour, parce qu'on n'est pas au départ, on est sur un nécrophage, on n'est pas sur une prédation au départ. Eh bien, c'est une histoire culturelle qui percute une histoire naturelle. Alors, je m'appelle Frédéric Decante, je suis vétérinaire praticien en milieu rural, en Lozère, donc voilà le point central. Alors, les vautours, je les vois par des ombres qui passent et qui marquent le sol, ils sont dans le ciel. Et je les vois à quatre niveaux. D'abord, en vie privée personnelle, je sors de ma maison, je vois des vautours. Je le vois aussi dans mon activité professionnelle. On doit vivre avec. Question toute simple, quand vous pratiquez en tant que vétérinaire une euthanasie à l'extérieur, vous devez penser aux vautours. Il y a des risques toxiques. Et puis, j'ai une activité de vétérinaire d'assurance, donc d'expert d'assurance. Donc, quand on arrive, faut arriver plus vite que le vautour, ce qui n'est pas toujours facile. Et sur des sinistres, par exemple la fulguration ou autre. Et puis, il est vrai aussi que l'on nous demande, dans le cadre d'expertise, d'aller regarder des situations pour essayer de savoir s'il y a eu une consommation ante-mortem ou post-mortem. Donc, ces demandes d'expertise vétérinaire, elles sont arrivées après qu'il y ait eu un premier réseau de vétos qui puisse le faire dans les Pyrénées, dans les années 2006. Et après, nous, on a commencé à être sollicités dans les années 2010, en particulier par le Parc national des Cévennes. Et puis, il y a eu de nouveau un retour, ça s'est arrêté un petit peu parce que le loup a occupé un petit peu le terrain. Et puis, en 2020, il y a eu de nouveau un retour parce qu'on avait beaucoup de cas de charbon symptomatique sur l'Aubrac, et on a eu de nouveau pas mal d'interactions. Et donc, ça a relancé cette problématique d'expertise. Et là, en ce moment, de nouveau, ça bouge un petit peu. Alors, l'approche qu'on avait, c'est une approche, entre guillemets, assurantielle. C'est-à-dire qu'on intervient un petit peu dans un cadre qui est tout à fait comparable à une prestation d'un vétérinaire dans le cadre d'une expertise d'assurance. Je reprends l'exemple de la fulguration, où en fait, on nous demande de répondre, a-t-il une cohérence par rapport au récit qui nous est fait? Et c'est un petit peu dans ce cadre-là que l'on peut intervenir. Et donc, j'insiste sur l'idée de la maille, ce que j'appellerais la maille. C'est-à-dire qu'on a une approche, on arrive, on a une prestation qui va durer 1 heure, 1 heure et demie, on va donner un rapport. On n'est pas quand même dans une approche à caractère scientifique telle qu'on peut l'avoir. Et en fait, on est approche en disant la cohérence. Est-ce qu'on a un récit qui nous est fait? Est-ce que ce que l'on constate sur le terrain correspond au récit qui nous est fait, qui peut être tout à fait sincère et pourtant qui ne rentre pas forcément dans des éléments qui se confirment sur le terrain. Alors, il y a eu un bilan de ces expertises qui a été mené par un chercheur du CNRS, Olivier Duriez, qui s'est fait sur les expertises qui se sont déroulées entre 2007 et 2014. Alors, en fait, on partait sur 4 questions, et quand on réalise ces expertises, je trouve qu'il est intéressant de répondre à ces 4 questions qui correspondent un petit peu à savoir si l'état de l'animal au moment de l'expertise, l'animal est-il mort ou au moment de l'intervention des vautours, de quel degré de mobilité au moment de l'intervention des vautours, et le pronostic vital. Et il y a eu toute une démarche pour essayer de donner une règle un petit peu et de savoir si on avait une intervention décisive des vautours quant à la mort de l'animal.
Donc cela s'est fait sur 82 expertises. Et puis, en fait, on a un résultat qui fait que, au final, on a eu une intervention qui, peut-être, est une intervention très active avant la mort d'animal de cet animal qui est nécrophage. Alors, il y a eu en gros 3 à 6 cas avec un doute qui s'est posé. Et ça, il faudrait le rappeler par rapport au volume des volumes d'équarrissage que je vous ai mis sur le côté. Environ plus de 10 000 tonnes qui sont ramassées. La Lozère, 2 000 tonnes. Le Cantal, près de 6 000 tonnes. Le Gard, 640 tonnes. Alors, les vautours restent nécrophages. Ça, c'est quelque chose qui est sûr, mais en fait, sont nécrophages, mais la vie et la mort, là, dans un amphi, c'est facile. Sur le terrain, c'est un peu plus compliqué que ça. Et en particulier, quand on gratte un petit peu les choses, on se rend compte, même chez l'humain, les expériences de mort imminente, les travaux que vous avez justement sur l'onde de mort, l'onde de résurrection montrent que ce concept-là est un peu plus compliqué. Les vautours, ils vont voir les choses un peu plus simples. Et quand l'animal est prêt de mourir, ils considèrent que ils sont plutôt des gens optimistes. Ils considèrent que l'animal est déjà mort. Et ça, ce sont des éléments qu'on arrive et on a des interactions dans ce sens-là. Alors, je vous ai dit, on a une approche assurantielle. Quand vous avez une vache qui a fait sa matrice, donc un prolapsus utérin, au petit matin, qu'elle a fait son prolapsus utérin avec une nuit très fraîche, la nuit, elle est encore vivante, mais elle est plus très fraîche. Donc, si on reprend cette idée d'approche assurantielle, et en élevage, la notion de valeur est quelque chose d'importante, on peut aussi dire que quand on a un animal quand on a un bovin ou un ovin avec une forte dégradation de la dépréciation physiologique, l'approche assurantielle dira que l'animal n'a plus de valeur. Donc là aussi, c'est quelque chose que l'on peut prendre en compte et qui n'est pas toujours intégré par le monde de l'élevage qui considère l'animal comme il était quand tout allait très très bien. Alors, j'ai fait mon premier exposé, j'ai fait mes diapos il y a quelque temps et puisque manque de peau, il a fallu que j'en rajoute une parce que j'ai eu une expertise 3 septembre beaucoup plus ambiguë. C'est-à-dire que où on se retrouvait avec un récit qui était cohérent avec un récit de vaches qui a été vu debout avec des vautours sur la vache. L'éleveur contourne la parcelle, arrive à l'endroit et voit la vache qui est au sol et il écarte les vautours et la vache meurt. Et on trouve des éléments de traces qui disent que c'est relativement cohérent. Donc, moi, je réponds favorablement aux 4 questions qui me sont posées telles que je vous ai décrites, et où le service de l'État me dise mais vous êtes sûr que... Et je dis attention à la maille, c'est-à-dire que dans le récit, j'ai un bovin qui tourne en rond sur lui-même avec des vautours autour. Et dans ce récit-là, moi, c'est un signe clinique. C'est un signe clinique qui me dit pas forcément tous les éléments, parce que je peux être appelé pour une consultation avec un bovin qui tourne en rond et anormalement. Donc, c'est attention par rapport à cet élément. Alors, il y a par contre des éléments qui sont probants. Il y a des éléments de contact. La souillure, par exemple, des abreuvoirs. Vous avez sur la gauche une image d'un veau que j'ai dû éclairer parce que c'était dans l'ombre, un veau qui a été consommé par les vautours. Les vautours sont allés boire après. Alors certes, les fientes, il a été démontré que les fientes ne portaient pas de bactéries pathogènes parce que l'acidité du tube digestif permet d'éviter ça, mais l'animal a quand même trempé son bec dans le cadavre, et donc il y a toujours ce risque-là. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Attention également aux troupeaux qui sont effarouchés par ces oiseaux, 9 kilos, 2,60 m d'envergure, 9 kilos en moyenne. Ce sont des oiseaux très impressionnants, et des animaux qui ne connaissent pas ces oiseaux sont totalement effarouchés. Alors, les troupeaux effarouchés, c'est par contre très très compliqué pour les éleveurs. Compliqué et dangereux par rapport à ça.
Alors, ça se trouve aussi avec les loups, quand les loups passent. En Lozère, on a des loups, donc c'est des situations que l'on rencontre avec les loups. Ça se trouve aussi avec des mini-tornades. J'ai eu des récits, moi, à titre personnel, j'habite à un endroit où il y a eu une mini-tornade qui a fait pas mal de dégâts. Ben, les troupeaux ont eu vraiment, le lendemain, cet effet d'effarouchement. Et puis, ce qu'on constate, pratiquement sur le terrain, non évalué scientifiquement, mais il y a quand même une diminution des distances de contact. Alors, il y a 10 jours, je suis allé faire une expertise d'assurance, etc. Ben, il y avait un vautour qui consommait la vache. Il n'est pas parti du tout, hein. Alors, il était en train de consommer au niveau de la tête. On était là avec l'éleveur. Moi, j'ai dit à l'éleveur, mais c'est pas la peine, ça me dérange pas, moi, le vautour qui consomme. Voilà. Alors, l'éleveur voulait absolument le repousser. Et il a fallu y aller avec le bâton parce que lui consommait. On était au-dessus. Moi, j'ai photographié la médaille de la vache. J'étais au-dessus. Le vautour ne partait pas. Donc ça, c'est des choses que l'on voit. Alors, en tant que vétérinaire, praticien, on est nés tous, enfin, je veux dire, j'ai d'autres consoeurs et confrères dans la salle, on a une petite culture scientifique, donc on est quand même dans cette approche-là, et puis on a également une culture, une approche sociétale, parce que on vit dans nos pays, on est complètement mélangé évidemment à la population. On comprend les problèmes et que je ne pense pas qu'on puisse faire ce métier sans empathie par rapport à la situation. Et cette approche sociétale fait que il y a beaucoup d'articles de presse qui pointent ces problèmes de cohabitation avec le vautour. Alors vous remarquerez, hein, Libé aime bien la polysémie des mots en proie. Alors déjà, il y a l'idée que peut-être il y a un risque qui peut se faire. Alors moi, petit vétérinaire, je suis là. Et je me dis, je n'arrive pas à comprendre pourquoi tant de haine sur un animal qui est né. Enfin, sur le terrain, il y a vraiment ce sentiment de haine par rapport à cet animal. Et j'ai essayé de réfléchir un petit peu par rapport à ça. Et je me suis dit, toujours sur cette idée d'histoire culturelle par rapport à des problèmes d'histoire naturelle. Et je crois que notre premier exposé était vraiment fascinant de ce point de vue-là. J'ai essayé de retrouver un petit peu, d'essayer de comprendre. Et dans ma petite réflexion, très modeste, je me suis dit qu'il y avait d'abord des questions d'histoire symbolique très anciennes, et puis des outils d'évolution de l'histoire culturelle qui sont tout à fait nouveaux et qui propulsent les éléments à une vitesse très importante. Alors, l'homme-oiseau, c'est un élément qui est très, très ancien, grotte de Lascaux. Alors, Georges Bataille s'est beaucoup intéressé à cette représentation. Elle a été extrêmement discutée. Vous remarquerez quand même que le bison, il est déjà éventré. Et que on a ici une représentation humaine à travers un homme-oiseau. Alors, j'ai également beaucoup aimé l'introduction, le petit discours de la Fondation introductif. Et il y a évidemment une exposition qui m'intéresse beaucoup. Parce qu'on parle de carcasses, et les carcasses ont été extrêmement représentées dans l'art. Rembrandt, Goya, Souteline, Bacon. Et justement, dans le comment dire, Deleuze, quand il a écrit sur l'œuvre de Bacon, écrit que l'homme qui souffre est une bête, la bête qui souffre est un homme. Et je trouve cette citation absolument magnifique et tout à fait proche de ce qu'on peut ressentir sur le terrain. Alors, ça existe aussi dans l'art contemporain. Je vous renvoie sur une œuvre d'Abdel absolument magnifique à voir, qui, sur le format, exactement le même format que Guernica, présente un bas-relief avec 600 animaux naturalisés. Et pour l'avoir vu, ça crée un choc tout à fait impressionnant. Le titre de l'œuvre, c'est « Qui a peur du grand méchant loup ?» Et on a vraiment cette idée, et vous ne pouvez pas ne pas ressentir intérieurement un choc quand vous voyez une œuvre pareille qui avait été présentée à Beaubourg. Alors même dans la culture populaire, alors bien sûr tout le monde va penser à Hitchcock, je vais y revenir sur Hitchcock. Mais même un film m'a beaucoup intéressé, qui est sorti l'an dernier, Le règne animal, qui traite de cette relation avec le sauvage, l'acceptation avec le sauvage. Eh ben, dans le règne animal, on a un personnage homme-oiseau, le personnage de Fix, aussi par rapport à ça. Alors, on a également une relation avec le vautour et l'inconscient. Alors, même Freud s'y est mis.
Alors, il s'y est mis parce que il est reparti d'un rêve, d'un premier rêve que Léonard de Vinci se remémorait, qui était un vautour le vautour vint à moi, m'ouvrit la bouche avec sa queue plusieurs fois et frappa cette queue sur mes lèvres. Alors, Freud a beaucoup écrit, il a écrit tout un texte là-dessus, le souvenir d'enfance de Léonard de Vinci en 1910, et puis il y a un contemporain de Freud, quand même, qui a regardé aussi, s'est dit, mais moi, il me semble parler d'image de Minette dans une œuvre de Vinci, qui est La Vierge et l'Enfant avec Sainte-Anne, une œuvre du Louvre qui a été restaurée et réaccrochée il y a quelques années. Alors, il a beaucoup regardé le drapé de la Vierge. Alors, il y a eu aussi beaucoup de récits et beaucoup d'écritures sur cette œuvre, en particulier entre Sainte-Anne, à la tête de Sainte-Anne et la Sainte de la Vierge. Mais il a vu dans ce drapé notre oiseau. Voilà, donc pour dire que l'inconscient travaille. Alors, je ne vous dis pas, évidemment, on est sur une dimension sexuelle derrière, mais ça, c'est notre autre récit. Alors là, le récit avec les animaux, notre relation avec l'animal, historiquement, a beaucoup changé. Au départ, au Moyen-Âge, on avait un animal qui avait été doté d'une âme, puis Descartes est arrivé, l'animal-machine, et puis aujourd'hui, on revient dans une école contemporaine. Je crois que je suis tout à fait dans le sens du premier exposé, encore une fois que j'ai beaucoup apprécié, où l'animal est doté d'une conscience. On parle aujourd'hui d'animalité et d'humanité. L'animalité nous donnant le droit de prendre la vie sans amoralité par rapport à ça. Alors, les jugements de l'animal au Moyen Âge, ça paraît éloigné. C'est pas si éloigné que ça. La première photo sur la droite est une photo que j'ai prise en clientèle. Donc moi j'arrive, je vais faire autre chose et puis je vois ce renard pendu. Le renard a été jugé, il a été exécuté, la sentence a été prononcée et la sentence doit être connue. Il est exposé. On retrouve même dans des médias, parce qu'encore une fois, tout mon exposé, c'est de dire que ce qui nous importe, c'est de comprendre l'histoire culturelle qui est en train de se faire. Donc avec les médias actuels. Sur François Aquitaine, attaque de vautours, le syndicat des jeunes agriculteurs qui déclare « On demande à pouvoir tirer et prélever 1 ou 2 vautours quand il y a une attaque avérée ». On retrouve exactement votre problématique, qui est de pouvoir dire œil pour œil, dent pour dent, tu m'as pris une bête, je t'en prends. Alors cette représentation... alors, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas chercheur, je n'ai pas je ne fais pas une revue bibliographique, mais je fais du tourisme littéraire. Et dans Pastoureau, il est bien expliqué combien cette histoire culturelle peut toucher des espèces animales et avec parfois une imprécision sur l'espèce animale. Et donc, en fait, souvent, ce sont les corvidés qui sont associés aux nécrophages. Alors, première petite illustration... Dans le livre des Proverbes, alors c'est très intéressant parce que le fils qui se moque de son père et qui refuse d'obéir à sa mère, les corbeaux lui crèveront les yeux, les vautours le dévoreront. C'est comme ça que ça se passe sur le terrain, je vous le rassure. Enfin, je ne parle pas du fils et du père, mais je vous parle des corbeaux. Autre référence, Auguste Schenk. Alors c'est très intéressant parce que c'est un peintre des paysages, un peintre de sujets animaliers, donc mais qui, à travers les sujets qu'il traite toujours d'une métaphore de l'individu et de la société. Donc, on voit comment déjà le nécrophage, représenté par les vautours, peut intervenir. Alors, évidemment, il y a quelques variantes, et en particulier avec l'intervention du loup. Et puis, évidemment, tout le monde y songera, Jules Verne, les enfants du capitaine Grant, le Condor. Sa force est prodigieuse et souvent, il précipite des bœufs au fond des gouffres, il s'attaque aux moutons, aux chevaux, aux jeunes veaux errants par la plaine et les enlève dans les serres à grande hauteur. Donc cette image-là, d'ailleurs, qu'on reprend un petit peu, si vous allez sur l'Aubrac, on entend que les vautours précipitent les animaux contre les clôtures pour pouvoir les manger après. Donc ce thème de 1868 est repris, évidemment, grand élément de notre culture populaire, en 1946 par Hergé dans Le Temple du Soleil. Cette photo, je l'ai prise à Pointe-de-Lague. Alors, Lague, vous savez, c'est la Manche, le Cotentin, la Cherbourg et à la Pointe qui est à l'ouest de Cherbourg.
Et c'est pendant la campagne électorale des européennes, le vautour est présent, il existe. Donc en fait, on se retrouve avec différents éléments culturels mis en vrac. Homme-oiseau, la mort, les carcasses. Il y a même un peu Eros qui est là-dedans. Et donc, j'ai essayé de remettre un petit peu ça, essayer de comprendre quelle est le dynamique pour comprendre l'histoire, non pas l'histoire telle qu'on peut la concevoir, mais l'histoire qu'elle peut se faire. Et pour ça, je me suis rendu compte que un élément fondamental était les réseaux sociaux, et en particulier dans la problématique vautour. Donc c'est parti de. On retrouve souvent des articles ou des alertes sur nos portables qui parlent de vautours et d'attaques de vautours. Alors j'en ai suivi deux. La première qui date de 2020, où on a une première alerte. Donc là on est en juin le 6 juin 2020. Donc les vautours s'en prennent à une vache vivante, c'est une vache qui bêlait, une vache vivante à saut. En fait, si on reprend l'histoire et qu'on recherche sur Internet, on se retrouve à une première communication sur Facebook. Vous noterez la qualité de mes références. Première sur Facebook où on se retrouve avec les jeunes agriculteurs qui communiquent. Et là, on est le 1er juin 2024. Le 4 juin, j'ai retrouvé sur Internet tous ces médias en ligne qui reprennent cette affirmation avec des textes très étonnants. Depuis lundi, j'ai interdit mes enfants à sortir de la maison. C'est une sign-in d'un film d'Hitchcock. Je vais revenir sur Hitchcock encore une fois, qu'a vécu un couple d'agriculteurs. Il y avait 7 vautours sur une de nos vaches. On est arrivé à les faire partir. Quand on s'est rapproché, la vache était encore chaude. RTL, l'attaque la plus violente s'est déroulée le 6 juin dernier lorsqu'une vache montbéliarde en train de mettre bas a été attaquée dans un pré par plusieurs vautours fauves. On le retrouve sur Le Point avec une jeune femme promet au quotidien Le Parisien que les agriculteurs ne laisseront pas faire face à ses ennemis à plumes. Honnêtement, je préfère des ennemis à poil que des ennemis à plumes. Le redoutable prédateur toise les verts pâturages de Haute-Loire dans les cieux. Ces importants charognards ont pour particularité de s'attaquer à des proies vivantes, d'où l'inquiétude des éleveurs. Je rappelle que c'est un animal qui, en termes d'histoire naturelle, est un charognard. Autre affaire, une jument. Alors là, j'en suis sur le film d'Hitchcock parce que voilà ce qu'on voit. Et ça, il n'y a aucun souci. Les vautours arrivent, se posent. Et rappelez-vous, Hitchcock, les oiseaux. Ils arrivent, ils se posent, ils n'attaquent pas encore. Donc, on retrouve quand même cette similitude. Alors, le post a été envoyé sur les réseaux le 14 mai 2021. Il est posté à 8 heures. À 20 heures, il est retiré. Il est déjà partagé 700 fois à 21 heures en partage primaire. Donc, on retrouve le lendemain de nouveau un post parce que l'animal a été amené en cadeau devant la DDT. Donc, on retrouve, pareil, 631 partages. Vous imaginez la puissance de feu en termes de communication. Alors, on trouve aussi quand même des choses sur Internet qui sont tout à fait intéressantes. Et ça, c'est une publication sur Facebook d'une personne, d'un Espagnol. Donc, vous voyez les vautours et vous voyez une brebis qui se déplace. Ça interpelle quelque peu. Là, on a une vidéo qui est vue 165 000 fois. 165 000 fois. Elle a 330 commentaires. Je ne me souviens plus de combien de partages. Elle a été partagée 3400 fois. Je vais jusqu'au bout. Je vais aller voir l'exposition. Bon, ça. Voilà, on arrive au bout. Alors, les réseaux sociaux, c'est quand même une information dite bottom-up. Elle part du bas et elle remonte. Et elle a une puissance qui est inégalable par rapport à une communication qui viendrait du haut, qui va vers le bas, du savoir vers le terrain. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, j'ai retrouvé une citation par rapport
à la théorie des réseaux qui dit que c'est relié de manière convaincante des interactions microsociales à des phénomènes macrosociaux. Et ça, je trouve que c'est tout à fait intéressant de le prendre en compte et de ne surtout pas oublier que les réseaux sociaux sont aujourd'hui responsables de plus de 90% de la circulation des informations circulantes. Alors, qu'est-ce que j'en tire comme synthèse? Alors, première synthèse, on a des oiseaux nécrophages, non parasites, non prédateurs. La consommation antémortem est possible, plutôt sur des animaux en état de dépréciation physiologique ou pathologique, sauf exception, avec des exceptions qui demandent à être précisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des choses et parfois, il y a des hypothèses à émettre. Et en bon clinicien, on émet des hypothèses et on essaye de les confronter par rapport à la réalité. Alors, le nécrophage appartient à une espèce symbolique extrêmement puissante, au terme de symbole. Il nous renvoie à notre propre mort. Notre histoire culturelle découle d'une évolution symbolique progressive, mais adaptative. Ce qui, aujourd'hui, fait que les réseaux sociaux précipitent cette évolution symbolique, qui n'est plus tellement progressive, vers une massification des opinions et non des faits. Par ces outils, notre histoire culturelle ne s'adapte plus, à mon sens, à cette évolution symbolique progressive. Alors, en conclusion, la première conclusion, c'est que, je vais vous dire déjà, très modestement, la problématique telle que je vous la présente, elle me dépasse un petit peu. Alors, je suis très heureux d'avoir comment dire, que ce sujet soit traité en académie, parce que l'intelligence collective est quelque chose d'intéressant. La première chose, c'est 2 photos que j'ai quand même prises. La première, c'est sur un client des Grands Caux, c'est la zone où il y a les vautours. Le tatouage est un élément culturel de l'histoire culturelle qui est intéressant à prendre en compte. Eh ben, il s'est fait tatouer un vautour sur le bras. Autre photo, un toit en pierre, en toit de l'Auze. Eh ben, le vautour, tout d'un coup, apparaît. D'habitude, c'était plutôt des coqs français. Ben là, c'est le vautour qui apparaît. Donc, la première chose, c'est que je lance un peu déjà dans le débat et dans la table ronde qu'il y aura, c'est on est sur un thème qui est vivre avec la faune sauvage, qui va être le vivre ensemble. Et ça devient déjà plus compliqué. Je pense que en termes de vautours, il faut positionner le débat sur un plan culturel, et ça me paraît très important de le faire. Sémantiquement, on était sur des attaques de vautours. L'exposé, je l'ai noté comme ça. Maintenant, on parle d'interaction. Je rappelle que les chasseurs font des prélèvements. Politiquement, il faut accepter à vivre ensemble. Et je pense qu'il y a un gros travail d'action culturelle qui doit accompagner cette histoire naturelle. Et puis, il faut absolument lutter contre l'inculture scientifique. Et tout l'objet, c'est d'éviter que l'histoire culturelle ne percute l'histoire naturelle. Je vous remercie.